Bonjour à toutes et à tous. Je m'appelle Solveig Fenet-Chantreau. Je suis éthicienne et fondatrice de maïeutique.com. Avec maïeutique, je m'inspire de la maïeutique, la méthode socratique d'une naissance philosophique à soi-même et de l'éthique pour questionner notre maternité et la maternité sous toutes ses formes. J'ai constaté, de par mes expériences académiques, professionnelles et de maternité, que la compréhension partagée et vécue de la maternité est étonnamment limitée. La maternité est essentiellement vécue comme l'expérience physique, biologique et ponctuelle de l'accouchement. Mais qu'en est-il de nos expériences et de nos questionnements qui précèdent avant même la puberté, pendant la puberté, et de celles qui suivent, voire postérieurement à la ménopause? La maternité, c'est également une part de notre identité de femme en évolution constante. Et avant même d'être mère, il y a d'abord la nôtre. La maternité, c'est également une composante indispensable de notre société, avec un passé, un présent et un futur. Elle est ainsi l'objet de discours, d'idéologies, de pratiques, de technologies, de rapports humains et de l'État qui l'organise. Finalement, le parcours de soins qui nous prépare à l'accueil de notre enfant et la rencontre de notre identité maternelle avec les réalités de la maternité dans la société. Et il peut y avoir concordance de valeurs ou conflit de valeurs. De là émergent des tensions éthiques. Alors je pose la question, qu'est-ce que la maternité ? Nous pouvons y répondre de multiples manières, et c'est ce que je souhaite faire avec mon podcast maïeutique. Car cette compréhension limitée de la maternité constitue un obstacle dans notre connaissance de soi, dans la création de savoir sur la maternité, et donc dans notre capacité à agir dessus. Alors, experts ou étrangers de la maternité, que peuvent partager avec nous l'historienne, l'anthropologue, la psychologue, la généticienne, la juriste, la philosophe, le biologiste et d'autres encore. Le modèle du podcast maïeutique est unique, car il s'adresse à vous toutes, que vous soyez mère, grand-mère ou pas, étudiante, adolescente, professionnelle de la santé et de la périnatalité, ou encore académicien, académicienne. Vous avez la possibilité de rencontrer l'intervenante dans un séminaire organisé après l'entretien, où vous posez toutes vos questions, partagez vos expériences et discutez sur le sujet abordé dans l'épisode pendant 1 heure. Le format podcast séminaire est créé avec la volonté de générer un enrichissement mutuel autour de la maternité, parce que ces conversations sont indispensables pour définir la maternité d'aujourd'hui et celle de demain pour nos enfants. Allez, maintenant place à l'épisode. Je vous souhaite une bonne écoute. Bonjour, chères auditrices et auditeurs du podcast maïeutique. Pour ce tout premier épisode, j'accueille Sylvie et Vanina, qui sont doulas en Suède, et je vais les interroger sur leur métier de doula et leur pratique. Alors, bonjour Sylvie. Bonjour. Bonjour Vanina. Bonjour. Je vais vous inviter d'abord à vous présenter, votre formation de doula, pourquoi vous y êtes intéressée, comment vous exercez. Et ensuite, on s'intéressera plus à la pratique de doula en Suède. Voilà. Alors, je t'en prie Sylvie. Donc, j'ai 64 ans, je suis parmi les doyennes des doulas en Suède. Je suis doula depuis 2016. Avant, je travaillais dans l'enseignement du français. Je suis doula parce qu'un jour, j'ai lu un article suédois qui a été pour moi une révélation sur le métier de doula que je ne connaissais pas alors. Mais depuis, je n'ai de cesse de lire, de me former sur ce métier et c'est, je dirais, la joie de ma vie d'être doula. J'ai trouvé ma voie et j'adore être doula, j'adore tout ce qui est autour de la périnatalité, de tout ce qui est autour des femmes enceintes. Et on peut retrouver ça un petit peu dans mon motto puisque je suis toujours à votre service. Oui. Donc, et tu as un site internet aussi. Oui. J'ai suivi la formation FUR, Föda utan rädsla, qui est une formation suédoise. Ça veut dire
enfanter sans peur, si je fais une traduction mot à mot. C'est une formation de base. Être doula, pour moi, c'est au-delà de la formation de base, une formation à vie. Il faut sans cesse lire, échanger avec d'autres doulas sur ces pratiques. Et oui, c'est une formation à vie. On va laisser la parole à Vanina, et puis comme ça, on pourra parler un peu plus de la formation et de la philosophie de doula en Suède, peut-être. D'accord ? Oui. Vanina, je t'en prie, présente-toi. Alors, donc voilà, je m'appelle Vanina Suavi Hansson. Je suis arrivée en Suède en 2018. À l'époque, j'étais fraîchement diplômée de mon école d'ostéopathie. Et donc, j'étais ostéopathe et prof de yoga. Et rapidement après mon arrivée en Suède, je suis tombée enceinte. Et après avoir eu mon premier enfant... C'est arrivé à plusieurs d'entre nous, je crois. Donc après avoir eu mon premier enfant, je me suis retrouvée très seule dans le postpartum en tant qu'immigrée, et puis aussi avec le système suédois qui laisse beaucoup de place au congé maternité, mais au fait j'avais un peu du mal à meubler mon congé maternité, j'avais pas d'amis, j'étais beaucoup seule avec mon fils, et du coup j'ai commencé à vraiment me poser des questions sur la maternité, sur le postpartum, sur comment la maternité m'avait transformée. Et donc, je me suis intéressée de plus en plus ça a commencé par le postpartum pour moi. Et en 2020, je me suis formée en tant que prof de yoga prénatal. Donc, j'ai fait ma formation en Angleterre et j'ai commencé à proposer des cours de yoga prénatal. Et toujours en 2020, je me suis dit, bon, si je traite les femmes en tant qu'ostéopathe pendant leur grossesse et pendant le postpartum, ensuite je les prépare à l'accouchement avec le yoga prénatal. Donc pourquoi pas être là aussi à l'accouchement, pendant l'accouchement, et faire une formation de doula. Ouais. Donc je me suis formée en tant que doula comme Sylvie à Stockholm avec Föda utan rädsla. Et j'ai commencé à faire des accompagnements pendant l'accouchement seulement cette année. Parce que après mon premier enfant est arrivé mon deuxième enfant en 2021. Donc, je suis pas du tout en mesure d'accompagner pendant l'accouchement parce que j'avais 2 enfants en bas âge, donc je me suis vraiment concentrée sur le yoga prénatal et postnatal pour vraiment proposer un accompagnement holistique, parce que l'accouchement, on va dire que c'est le pic de la grossesse, mais toute la préparation avant, toute la transformation qui se passe avant, et puis surtout après aussi. Sont très importants, et je pense que l'accompagnement dans l'avant et l'après ça fait vraiment partie de mon travail. Et l'accompagnement pendant l'accouchement, c'est un moment très fort, mais c'est juste un instant dans toute la transformation, dans tout le rite de passage de la maternité. Oui. Voilà. Merci. Alors du coup, ça nous amène à la question de la manière justement dont vous accompagnez, avec quelle démarche. Est-ce que dans la formation que vous avez reçue, il y a aussi une certaine philosophie, ou est-ce que vous l'apportez vous-même à votre pratique ? Est-ce que la formation que vous recevez, la formation suédoise, est très pragmatique, très pratique ? Comment ça se passe ? Je pense que la formation, en tout cas celle qu'on a reçue par FUR, ce n'est qu'une base. Il faut une auto-formation continue, qui est pour moi évidente. On procède comme ça, c'est les parents qui nous contactent. On a un premier entretien qui n'engage ni une partie ni l'autre, pour voir si on match entre nous. Et si ça match, on se revoit au minimum 2 fois avant la date prévue d'accouchement, et on se reverra aussi après l'accouchement pour faire un débriefing ou plus. D'accord, ça c'est la manière dont toi tu accompagnes, Sylvie. C'est la manière dont la plupart des doulas fonctionnent, oui. D'accord. Et Vanina, est-ce que tu pratiques de la même manière ? Oui, alors au niveau du format, oui. Donc il y a le premier entretien juste de rencontre, ensuite deux séances de préparation avant l'accouchement, l'accouchement et ensuite une rencontre en postpartum. Donc ça c'est pour le format. Ensuite au niveau des valeurs, moi la formation de Föda utan rädsla, c'est vrai que c'est vraiment c'est très léger.
c'est vraiment des choses de base. Donc, ok, il faut aider la femme à se sentir en sécurité, il faut l'aider à stimuler son oxytocine. Voilà, on a 4 outils dans la méthode de Fodor-Houghton-Retzlaff. Donc, c'est la respiration, la relaxation, la pensée positive et l'usage de la voix. Donc, on nous donne vraiment une structure super basique pour avoir des outils pour aider la femme pendant l'accouchement. Mais après, c'est vrai qu'il y a énormément de choses qui font pas partie de la formation et qu'on apprend en lisant des livres, en discutant avec d'autres doulas, et puis surtout auprès des clients. Parce que, enfin, pour moi, la base dans un accompagnement doula, c'est déjà de comprendre les demandes de chaque femme. Ça peut vraiment varier d'une personne à l'autre. Il y a des femmes qui veulent, qui ont vraiment un projet d'accouchement physiologique, et donc on va tout faire pour déjà comprendre est-ce qu'elles ont déjà mis quelque chose en place pour aller vers cet objectif-là. Est-ce qu'elles ont déjà lu des livres? Est-ce qu'elles ont déjà discuté avec d'autres personnes qui ont eu cette expérience? Il y a des personnes qui veulent absolument avoir un accouchement sans douleur. Donc, ils vont plus aller vers un accouchement médicalisé. Donc, déjà, il faut comprendre quelle est la demande de chaque femme. Et pour moi, ça, c'est pas vraiment dans la formation. C'est quelque chose que on apprend à faire en apprenant à être à l'écoute. Parce qu'être doula, c'est d'abord un métier d'écoute. Donc voilà, ça après, ça vient avec la pratique, on va dire. Ouais, ouais. Et est-ce que ça a été facile pour vous de débuter après votre formation? Est-ce que vous avez trouvé ça facile? C'est doula en Suède, c'est quand même c'est assez reconnu. Est-ce que ça a été facile pour vous de commencer cette nouvelle profession? Vas-y, Sylvie. Oui, enfin, bon, pour moi, il y a un aspect qui est important pour que les auditrices comprennent. Mon métier de doula n'est pas ma ressource financière principale, loin de là. Donc, je n'ai pas besoin d'accompagner énormément de personnes pour en vivre. Parce que actuellement, en Suède, vivre financièrement, sans sortir financièrement en étant doula, c'est extrêmement difficile. Donc, au début, j'ai eu un petit peu des clientes de tous bords, je dirais. Et petit à petit, je me suis un peu spécialisée sur une clientèle multiculturelle et surtout francophone. Puisque j'ai eu des clients, francophones, des clients anglophones, des clients suédophones aussi. Oui. C'est le bouche à oreille qui a beaucoup fonctionné. Oui, oui, tout à fait. Moi, je t'avais trouvé sur le site de l'ambassade. Oui. L'ambassade de France. Oui, oui, tu étais référencée, c'est comme ça que je t'ai trouvé. Ouais, alors pour ma part, le fait de commencer à travailler en tant que doula, d'accompagner pendant l'accouchement, donc c'est très récent, j'ai commencé cette année. Donc là, j'ai fait 4 accouchements pour l'instant, donc c'est le début. Mais je trouve que c'est plus facile pour moi de travailler en tant que doula ici. Donc j'ai déménagé à Örebro au début de l'année. À Stockholm, il y a énormément d'offres. Il y a beaucoup de doulas. Et donc c'était un peu plus. Je cherchais pas vraiment à accompagner pendant l'accouchement, mais je sentais qu'il y avait beaucoup plus de monde. Là maintenant que je suis à la campagne, je trouve que les gens me trouvent plus facilement. D'accord. Et pour moi, le changement de passer de prof de yoga prénatal, où donc je faisais beaucoup de préparation à la naissance, mais en amont, donc j'étais dans le rôle de la prof, où je partageais des informations, et de passer de ça à doula, donc qui est beaucoup plus, on fait de la préparation au début, mais ensuite pendant l'accouchement, d'être beaucoup plus à l'écoute, au fait. C'est un ajustement quand même. Oui, c'est pas du tout la même expérience. Voilà, puis aussi en tant que thérapeute, en tant qu'ostéopathe, c'est moi qui ai les informations, c'est moi qui comprends ce qui se passe dans le corps, c'est moi qui décide du traitement, mais tout le monde d'accord avec la patiente. Mais voilà, il y a un switch quand même qui s'est opéré cette année, d'être moins dans le rôle de la thérapeute, la prof qui explique comment ça va se passer, et d'être vraiment aux côtés de la femme qui accouche, et il y a plus cette distance thérapeutique. Et je trouve ça très intéressant de switcher comme ça, de descendre. Oui, je comprends.
et d'être vraiment avec la personne, et d'être dans l'empathie et d'être dans la compassion et tout ça. Donc, ouais, c'est cool. Ouais, ouais. Et alors justement, quand vous exercez, quand vous accompagnez à l'accouchement, alors comment ça se passe? C'est complémentaire donc au métier de sage-femme en maternité. Comment trouvez-vous votre place déjà aux côtés de la sage-femme dans cette salle d'accouchement? La sage-femme et la femme, le couple? Alors, ce qu'il y a d'intéressant à souligner aussi, je pense, c'est que en Suède, la future maman, durant toute sa grossesse, durant son accouchement et ensuite en postpartum, elle ne rencontrera jamais, je dirais, la même sage-femme. Elle va avoir vraiment toute une batterie de personnes autour d'elle, mais jamais les mêmes. Oui. La doula, c'est toujours la même. Du début de la grossesse ou au moins du moment où la personne nous contacte, jusqu'à la fin de la mission, ce qui est donc en postpartum, c'est la même personne, c'est le même référent. On trouve très facilement, je dirais, nos places en milieu hospitalier parce qu'on ne fait pas partie de l'hôpital, justement. Nous, les doulas, nous n'avons aucun rôle médical. Il faut le souligner. Toute la responsabilité médicale, c'est l'hôpital, c'est la sage-femme. Nous, notre rôle, c'est d'accompagner avec, comme le disait Vanina, beaucoup de bienveillance, beaucoup d'écoute. On a un accompagnement physique, un accompagnement émotionnel, mais on ne fait pas partie de l'hôpital. Par contre, les sages-femmes nous aiment beaucoup. Les sages-femmes sont ravies. Les sages-femmes sont ravies quand sur leur lettre de projet de naissance, les parents marquent « Eh bien, nous viendrons avec notre doula ». Ils sont ravis. Et pourquoi, justement? Parce que ce qu'une sage-femme craint le plus en salle d'accouchement, c'est que la maman panique. Ouais. Parce qu'on sait que quand il y a panique, elles pourront pas rattraper le coup, si je peux dire comme ça. Ouais. Alors que une maman et son ou sa partenaire qui sont accompagnés, nous, la doula, on les laissera pas paniquer. On est là pour qu'elles paniquent pas, justement. Et tout ce petit cocon de sécurité qu'on offre, c'est aussi un gage, je dirais, pour l'équipe médicale, que dans cette salle, normalement, ça devrait bien se passer. Donc nous sommes bien accueillis et nous sommes vraiment très bien acceptés. Alors, à Stockholm. Vanina, excuse-moi, Sylvie, Parce que Vanina, je sais. tu souhaites nuancer. Oui. À Stockholm. Moi, j'ai une expérience un peu différente. Bon, après, j'ai pas une grande expérience comme toi, Sylvie, qui a fait plus d'une 50aine d'accouchements. Moi, je suis au début de ma carrière de doula. Mais donc, j'étais à l'hôpital plusieurs fois ces derniers mois. Et je trouve que ça dépend vraiment de la sage-femme sur qui on tombe. Parce que j'ai eu mon premier accouchement à l'hôpital, le premier accouchement que j'ai accompagné à l'hôpital, c'était quelqu'un qui voulait faire un accouchement sauvage. Et qui finalement a donc. Est-ce que tu peux expliquer accouchement sauvage? Sans aucun accompagnement médical. Donc à domicile. À la maison. Ça, ils viennent pas. Les femmes qui veulent faire ça, viennent pas à l'hôpital. Elle est venue à l'hôpital parce que la présentation de l'enfant était en transverse, donc c'est-à-dire qu'il avait la tête sur le côté et les fesses de l'autre côté. Donc ça, en général, c'est une indication pour une césarienne, parce que le bébé ne peut pas descendre. Elle a réussi à faire des exercices avec Active Baby, donc à tourner le bébé par elle-même, mais elle a quand même voulu aller à l'hôpital, ce qui est une sage décision. Et donc moi, mon job, c'était donc d'accompagner cette femme et de faire en sorte que ses choix soient respectés. Et elle a réussi à faire son accouchement sauvage à l'hôpital, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas de sage-femme dans la chambre quand le bébé est né. Elle a pris le bébé elle-même dans ses mains. Et là, ils nous ont laissés tranquilles. Mais quand on est arrivé, c'est vrai qu'il y a eu une certaine tension. Quand elle a expliqué « je ne veux rien, je ne veux pas de monitoring, je ne veux pas rien, vous me laissez tranquille », moi, je me suis sentie comme un garde du corps, au fait. J'ai rien dit, mais là, je comprends que ça peut devenir compliqué. Ces mots, je suis restée un peu rigide comme ça à côté d'elle. Et en Suède, c'est pas trop le genre à faire des histoires, à négocier, à trop parler. Donc il y a eu beaucoup de ok. Donc c'était un peu tendu.
J'ai eu un autre accouchement où elle voulait aussi faire un accouchement physiologique et là, on a eu 2 sages-femmes qui étaient dans la salle pendant tout l'accouchement, donc qui a été rapide, hein, ça a été juste quelques heures. Et là, pareil, j'ai dû une fois de plus faire garde du corps parce que je leur ai fait lire la lettre qui spécifiait donc que donc elle était ok avec un peu plus d'accompagnement médical, mais quand même, elle voulait faire son accouchement physiologique. Et puis bon voilà, c'était son choix, c'était son 3e enfant, il y avait aucun risque. Et les sages-femmes étaient quand même, j'ai un peu senti que c'était MeToo à l'hôpital, quoi. Oui, Donc je vais pas rentrer dans les détails, mais j'ai dû leur rappeler plusieurs fois, fermement, qu'elle avait dit non pour telle ou telle chose sur la lettre et que non est une phrase complète et que c'est toujours non et qu'elle a dit non. Et voilà, il a fallu que je recadre. Et donc, une fois qu'elle a accouché par voie basse comme elle voulait, tout ça. Et même après l'accouchement, il y a aussi beaucoup de choses qui ne sont pas forcément nécessaires, qui sont pratiquées par routine, qu'elle a voulu éviter et que finalement, j'ai été obligée de négocier avec le personnel, d'accepter certaines choses juste pour qu'ils nous fichent la paix, au fait. Mais alors, c'est intéressant parce que c'est quand même... alors, cette femme enceinte voulait un accouchement physiologique. Mm-hmm. Qu'est-ce que voulaient les sages-femmes, du coup? Parce que l'accouchement physiologique en Suède, c'est quand même, à ma connaissance, de mon expérience personnelle, c'est assez bien respecté comme volonté. Voilà, c'est pour ça que je disais, ça dépend sur qui on tombe, quel jour, quel shift, quelle sage-femme. Parce que là, par exemple, elle voulait pas de ceinture de monitoring en permanence, mais elle a accepté le monitoring intermittent. Oui. Mais bon, alors pour moi, le monitoring intermittent, ça peut être toutes les 20 minutes, tous les quarts d'heure, tous les 10 minutes. Mais là, elles ont fait intermittent toutes les 2 minutes. C'est-à-dire qu'elles étaient juste à côté d'elle, à lui coller les trucs, je sais plus comment ça s'appelle. Bon, les sensors sur le ventre, toutes les 2 minutes, elle lui appuyait sur le ventre pour. Après, elle commençait à dire, ah bah oui, mais là le rythme cardiaque, c'est quand même pas parfait. Je dis, bah oui, mais bon, à partir de quel numéro, de quel nombre est-ce que vous êtes inquiète? Ah ben en dessous de 100. Je dis, oui, bon là, la plupart du temps c'est 120 et une fois de temps en temps ça descend à 80 pendant une seconde, donc il faut arrêter, quoi. Ouais. Elles essayaient de médicaliser, j'avais l'impression qu'elles voulaient. Elles essayaient de contrôler, ça les mettait mal à l'aise. Voilà, elles essayaient de trouver des raisons de prendre le dessus sur cet accouchement qui se passait bien. D'accord. Et pas, donc d'un côté, je devais faire garde du corps pour éviter qu'elles interviennent trop, et puis après, de l'autre côté, je faisais ange gardien avec ma cliente qui était dans émotionnellement, qui avait un grand besoin de soutien émotionnel. Donc, j'avais vraiment l'impression de faire un soutien à 2 faces, quoi. Protéger d'un côté et puis accompagner de l'autre. Donc voilà, je me sens pas toujours la bienvenue à l'hôpital. Même si en général le fait d'avoir une doula, ça allège la charge de travail de la sage-femme, parce que voilà, on prend soin de tout le côté émotionnel, de faire en sorte qu'elle se sente en sécurité et accompagnée et entendue et respectée. Mais d'un autre côté, voilà, il y a certaines sages-femmes qui sont tellement focus au fait sur le côté médical que s'il n'y a pas d'intervention médicale à faire, du coup, elles savent plus quoi faire, donc elles sont un peu hostiles, en fait. Ouais. Voilà. Et alors, est-ce que vous sentez justement que quand on vous demande d'accompagner quand les femmes enceintes vous demandent de les accompagner pour leur accouchement, est-ce que vous sentez qu'elles vous demandent aussi en même temps de les protéger, d'être le gardien de leur projet de naissance? Absolument. Parce qu'elles n'ont pas confiance. Tout à fait. Tout à fait, d'accord. Oui. Ouais, c'est intéressant. Et ça, c'est pas nécessairement, c'est pas partagé pendant la formation non plus. Vous n'êtes pas formé à ça. Si, non, on nous explique au fait que pour qu'un accouchement physiologique puisse avoir lieu, la première condition, c'est la sécurité affective. Si on se sent en sécurité, on peut sécréter l'oxytocine qui va aider à l'ouverture du col, et il va y avoir une cascade hormonale qui va s'opérer, qui va faire en sorte que les contractions vont s'intensifier, que le col de l'utérus va s'ouvrir, que le bébé va sortir. Et la base pour ça, c'est la sécurité. Et c'est la sécurité affective, émotionnelle. Donc il faut que la femme soit vraiment entourée et puisse se détendre et s'ouvrir. Et c'est pas seulement physiologique, c'est pas seulement au niveau des organes reproducteurs, c'est aussi au niveau du cœur. Et si on a peur que quelqu'un nous interrompe, on va pas pouvoir ouvrir son cœur, on va pas pouvoir se détendre. Donc ça, oui, ça fait partie de la base de la formation de doula, parce que c'est d'abord un soutien émotionnel et c'est l'oxytocine, l'hormone la plus importante. Donc, Sylvie, qu'est-ce que tu en penses?
Je suis tout à fait d'accord avec Vanina. Moi, je me vois un petit peu comme une sorte de bonne fée, une gardienne de la bulle. J'entends par bulle cette bulle d'intimité que la maman doit faire autour d'elle pour se sentir en sécurité, pour se sentir respectée, écoutée, pour être elle, tout simplement. Et c'est la condition sine qua non pour qu'elle puisse enfanter, oui, je dirais sereinement. Il faut qu'elle soit elle, qu'elle se sente bien. Et nous, les doulas, c'est notre rôle de protéger cette petite bulle où elle est parfois seule, où ils sont parfois deux, où on est parfois tous les trois. Ça dépend des cas, mais il faut la protéger. Et ça, c'est vraiment, je dirais, notre rôle en toute bienveillance le plus important. Oui, d'accord. Alors, quand on parle justement de doula en Suède et de ce rôle très important que vous avez aux côtés de la naissance, est-ce que c'est un usage courant en Suède de faire appel à une doula pour son accouchement? Je pense que depuis quelques années, c'est de plus en plus courant. Parce combien de temps que... à peu près? Quelques années, je pense 5-10 ans? Oui, 5-6 ans. Parce que la presse a beaucoup parlé du métier de doula. Certaines personnes médiatisées ont utilisé des doulas et en ont parlé aussi, donc ça a fait une sorte de réclame. Et puis aussi, tout simplement, à cause de la crise des maternités. Il y a eu en Suède, et il y a toujours d'ailleurs malheureusement, un grand manque de sages-femmes qui pousse les hôpitaux à avoir parfois, surtout quand il y a beaucoup de parturientes le même soir, eh bien une sage-femme peut avoir à s'occuper en simultané de 2 voire 3 mamans. Oui. Qui est moins qu'en France, je crois. Je sais pas comment c'est en France, mais en Suède, 3 ça fait beaucoup. Les sages-femmes se battent actuellement pour avoir une seule parturiente pendant toute la période où la maman est à l'hôpital. Alors ça a été accepté dans la loi, mais pas dans les faits, parce qu'il manque cruellement de sages-femmes dans tous les hôpitaux suédois. Ouais. Qu'est-ce qu'il en est, Vanina, de côté de Örebro? Est-ce que vous êtes de nombreuses doulas à exercer? Non, alors j'ai fait un peu des recherches quand je suis arrivée au début de l'année. Et j'ai rencontré, enfin, je fais partie d'un groupe Facebook de doula sur Örebro, mais il est pas du tout actif. Je crois qu'on est 4 ou 5. Mais comme disait Sylvie, c'est très difficile d'en vivre. Donc les femmes qui sont doula ici, elles travaillent en parallèle. Donc la formation de doula, c'est plus quelque chose qu'elles ont fait parce qu'elles s'intéressent à la naissance et elles vont peut-être accompagner une copine ou voilà, ou faire ça une fois de temps en temps, mais c'est pas une profession. Ouais. Pour moi, voilà, moi j'ai un site internet, je fais de la pub, je travaille régulièrement, j'accompagne régulièrement. Donc je suis la seule doula active, on va dire, sur Örebro. D'accord. Ouais. Et Sylvie, tu travailles surtout dans un milieu multiculturel. Alors comment tu arrives à respecter justement les projets de naissance, à les mettre en place au moment de l'accompagnement dans la salle d'accouchement? Alors d'abord, il y a en amont toute une écoute du projet des parents. J'essaye vraiment aussi de comprendre, parce que des fois il peut y avoir des différences culturelles. Et je peux prendre un exemple. J'avais accompagné une famille très religieuse, et pour cette famille, la maman ne pouvait pas montrer, je dirais, son corps nu à son partenaire, qui était un homme.
Et donc, je m'étais engagée à ce que son corps soit toujours le plus possible, je dirais, protégé, en tout cas par un drap ou par une couverture, en tout cas pas le moins possible accessible aux yeux de son homme. C'est pas aussi simple qu'il n'y paraît. Voilà, c'est des choses. Et d'ailleurs, tu me disais qu'il y avait ce service culture doula. Oui, tout à fait. Ça existe à Stockholm. Je sais aussi que ça existe à Göteborg. Enfin, en tout cas, ça existe à Göteborg. Oui. C'est une association qui reçoit des fonds de l'État et qui forme donc des doulas issus des minorités présentes en Suède. L'idée de culture doula, c'est que ces doulas qui ne fonctionnent pas comme Vanina et moi, elles ne sont pas rémunérées par les parents, mais rémunérées donc par cette association. Elles sont présentes pendant un certain moment de l'accouchement et elles ont un rôle d'accompagnatrice, mais aussi, je dirais, de traductrice. C'est surtout destiné aux familles qui n'ont pas le suédois comme langue, ni l'anglais, je dirais, ni même l'espagnol ou le finnois, qui sont des langues qu'on retrouve parlées par les sages-femmes, à peu près en tout cas à Stockholm, dans tous les hôpitaux. Les cultures doula, on les retrouve avec des langues comme par exemple l'ukrainien en ce moment beaucoup. Mais aussi des langues, le tigrinska, des langues kurdes. Enfin, il y a plein de langues qui ne sont pas maîtrisées du tout à l'hôpital. Donc, ces doulas-là apportent leur expertise. Elles font vraiment un pont culturel entre les personnes qu'elles accompagnent et l'hôpital. C'est pas toujours facile. D'accord. Il m'est arrivé. C'est principalement présent, c'est surtout à Stockholm ou est-ce que c'est Stockholm et Göteborg. Je pense pas qu'il y en ait beaucoup dans les campagnes. D'accord. Vanina, tu voulais ajouter quelque chose? Oui, non, moi je voulais parler du type de cliente que j'ai ici à Örebro. Ouais. Profil complètement différent. Les femmes avec qui j'ai travaillé ici sont suédoises. Et pour la plupart, elles me contactent pour leur deuxième, voire troisième accouchement parce qu'elles ont eu le sentiment que la première ou deuxième fois, on leur a un peu volé leur accouchement. C'est-à-dire qu'elles sont allées à l'hôpital sans être préparées particulièrement à ce qui les attendait. Et l'accouchement a été médicalisé sans raison, juste parce que ça se fait comme ça, c'est les routines. Et donc c'est les accouchements qui ont été pas forcément traumatiques, mais on va dire que voilà, on leur a volé quelque chose. Et on leur a volé une rencontre avec elles-mêmes, en fait, je pense. Une rencontre avec elles-mêmes et une rencontre avec leur enfant. Où voilà, si ça a été médicalisé, parfois elles avaient pris du gaz, donc elles se souviennent même pas du moment où le bébé est sorti, ou avec une péridurale, elles se souviennent pas de la poussée. Donc il y a toute une partie manquante, il y a quelque chose à réparer dans leur psychisme, et donc elles veulent vraiment réussir en quelque sorte leur accouchement. Et donc les femmes que j'ai accompagnées ici, c'est des femmes qui ont vraiment envie de ressentir ce rite de passage et qui sont toutes d'une certaine manière, à leur manière, féministes, qui ont envie de retrouver leur puissance de mère et de sentir cette puissance d'enfanter. Oui, c'est intéressant. Moi, j'ai cette formule que j'utilise souvent, mais un accouchement, c'est une double naissance. C'est la naissance de son enfant et la naissance de soi-même. Et en fait, si on n'a pas la possibilité de se confronter à ce moment-là, nécessairement, on n'est pas dans la possibilité d'évoluer, en fait. C'est ça. Tout à fait. De se rencontrer, comme tu dis, c'est une très belle formule. Ouais. Et il y a aussi un autre aspect de l'accompagnement doula qui m'intéresse, c'est de travailler avec les femmes qui ont été victimes de trauma, donc trauma sexuel ou autre. Et donc je me suis beaucoup informée là-dessus. J'ai fait une formation cette année en Angleterre, enfin online, mais c'était avec une prof anglaise.
et c'était Trauma Informed Doula. Et j'ai lu des livres là-dessus aussi sur l'impact des violences sexuelles au moment de la grossesse et de l'accouchement. Et voilà, ça c'est une population qui m'intéresse beaucoup. J'ai commencé à travailler avec une cliente qui avait été victime de violences sexuelles, et je trouve que ça m'intéresse encore plus d'accompagner ces femmes-là, parce que c'est encore une fois, l'accouchement, c'est un moment de très grande vulnérabilité et de très grande puissance en même temps. Mhm. Et le fait d'être là aux côtés des femmes qui traversent cette expérience, surtout les femmes qui ont été victimes de violences, je pense que pour moi, c'est très important. C'est quelque chose qui est très cher à mon cœur, qui donne vraiment du sens à mon travail. Ouais. Et justement, dans cette vulnérabilité, comment vous réussissez à mettre cette femme en capacité? Il y a déjà tout un travail en amont, lui faire ressentir qu'elle a toutes les ressources en elle pour enfanter. On en parle beaucoup avant. On fait des exercices, bien sûr. Il y a toute une préparation physique, mais aussi psychologique. On en parle beaucoup, oui. Et c'est pas toujours évident, puisque beaucoup de femmes maintenant ont un tel besoin de tout contrôler, et faire accepter peut-être aussi à chacune sa part, je dirais, d'animalité, nous remettre à ce que nous sommes, nous autres femmes. Nous sommes des animaux, nous sommes des mammifères. Des mammifères, et nous allons mettre bas. Ouais. Parce qu'accoucher, c'est une mise bas. Mmh. C'est un enfantement. Il faut accepter retrouver aussi cette animalité, ne pas en avoir peur et lâcher prise. Il y a un moment dans tout accouchement où il faut laisser aller, et c'est pas donné à tout le monde. Et là aussi, il faut beaucoup travailler en amont. Ouais, surtout quand on est face à l'inconnu et on ne sait pas du tout comment ça va se passer. C'est va être une étape transformante de toute une vie. Tout à fait. Mais je pense que pendant l'accouchement, en fait, le travail, Et je pense que ça fait partie du défi même, en fait. On discute pas beaucoup, en fait. Pendant l'accouchement, on répète beaucoup des choses simples. On dit beaucoup de oui, beaucoup de ya quand on parle suédois. Et moi, j'utilise beaucoup le toucher, même c'est à cause de mon background, évidemment, d'ostéopathe, mais je masse, je rassure avec mes mains. C'est beaucoup de gestes rassurants et de phrases très simples, parce que pour accoucher, il faut pas être dans le système cognitif à essayer de résoudre des choses complexes avec son cerveau. C'est une expérience vraiment physique et émotionnelle. Donc, c'est vraiment juste de rappeler à la femme que oui, tu y arrives. Oui, tu es en train de le faire. Oui, on est avec toi. Oui, ouvre-toi. Et c'est vrai que tout le travail de relaxation, d'acceptation, de lâcher prise, c'est des choses qu'on évoque et qu'on pratique pendant les séances de préparation. Et je pense qu'il y a quelque chose que j'ai remarqué aussi, c'est que donc pendant les séances de préparation à l'accouchement, on fait bien comprendre au partenaire que sa présence et sa participation est capitale, beaucoup plus importante ou au moins aussi importante que la nôtre. Et moi, ce que j'ai remarqué en accouchement, c'est que le partenaire me copie. Ils font tout comme nous. Ah oui, c'est vrai. C'est comme si on a le script et ils répètent le script. Oui, tu es belle. Oui, tu y arrives. Oui, voilà. Et je trouve ça tellement positif, en fait, parce que ça leur permet à eux de rentrer dans un rôle qu'ils auraient peut-être pas osé prendre s'ils avaient été seuls avec leur femme. Il ou elle, hein, mais bon, pour l'instant, moi, j'ai toujours été avec des partenaires masculins. Et je trouve que ça fait énormément de bien à la femme de voir leur partenaire se révéler comme ça, devenir quelqu'un de super caring, d'être super aux côtés, de faire des bisous et des câlins et machin. Et je trouve ça génial. Je trouve que c'est un côté très sympa, au fait, de voir les hommes se comporter comme ça. Ils nous copient, au fait. Ils s'inspirent de notre présence bienveillante. Oui, parce que finalement, ils savent pas non plus. C'est pas inné pour eux non plus, en fait, de savoir être présent pour leur conjointe quand elle est si vulnérable. Ils sont eux-mêmes dans une situation d'extrême vulnérabilité, et donc c'est très rassurant. J'ai eu beaucoup ce qui m'a poussée aussi vers le métier de doula, c'est que en tant qu'ostéopathe, j'ai reçu beaucoup de femmes, de patientes après l'accouchement qui me racontaient des récits d'accouchement catastrophiques.
et notamment des récits, pas juste de ce qui s'était passé avec le personnel à l'hôpital, mais aussi des récits du partenaire qui était sur son téléphone, par exemple, ou qui dormait. Enfin voilà, je me suis dit vraiment, oulala, mais il faut venir à la rescousse là, c'est pas possible. C'est dit dormir, je peux comprendre, parce que quand l'accouchement a duré, dormir, je peux comprendre. C'est arrivé à mon mari quand même pour mon deuxième accouchement. Après avoir passé la nuit entière, il s'est affalé dans le canapé, il en pouvait plus, il a fermé les yeux 2 minutes. Oui, mais voilà, 2 minutes, ça va. Mais après, pendant tout un accouchement qui dure 24 heures, d'avoir un partenaire qui est sur son téléphone parce que c'est la Coupe du Monde ou je sais pas quoi. Ben, en plus, c'est la Coupe du Monde en ce moment. Donc, évidemment, c'est pas souhaitable. Donc voilà, je pense qu'une partie du travail pour aider la femme à se lâcher, on va dire, c'est de laisser l'homme prendre sa place et de copier un petit peu ce qu'on fait. Et moi, j'explique toujours en préparation. J'ai dit voilà, le partenaire principal, c'est votre partenaire. Vous avez fait le bébé ensemble. Vous allez faire sortir le bébé ensemble. Moi, je suis là pour protéger, mais la personne que tu as envie de regarder dans les yeux, c'est ton mec, c'est ton partenaire. C'est pas moi. Moi, je suis derrière, j'appuie sur le dos, j'appuie sur les fesses, je fais en sorte que voilà, qu'elle se sente bien, de faire des contre-pressions pour soulager la douleur, mais vraiment la connexion émotionnelle la plus forte, elle est entre les personnes qui ont fait le bébé. Donc voilà, il faut laisser les hommes prendre leur place aussi. Et nous copier. Nous copier, mais il y a une chose que nous, on peut pas faire et où les hommes sont excellents, c'est toujours faire un très très gros bisou, un gros câlin à sa femme parce que ça fait produire de l'oxytocine et surtout la stimulation mammaire. Ouais. À ne pas négliger. Nous, ça, la doula, on peut pas faire. Mais donc, ça me mettrait dans une position assez particulière. Tout à fait. Mais, comme je dis toujours au papa, j'ai une valise pleine d'outils, mais toi, tu es mon couteau suisse. Donc, je vais me servir de tes compétences, je te mets au travail aussi. Et je les mets au boulot, ils adorent ça. Je pense que, surtout lorsque le partenaire est suédois, ce que je vais dire, ça va peut-être pas faire plaisir aux papas suédois, mais ils sont souvent un peu coincés. Ils osent pas prendre cette place. Et le rôle de la doula, c'est ça aussi, c'est de leur dire, si c'est ta place. Comme disait Vanina, le bébé, vous l'avez fait tous les deux, maintenant, il va sortir, vous êtes tous les deux aussi. Elle a besoin de toi. Moi, je vais faire tout ce que je peux aussi, mais avec tes bisous à toi, avec tes mots doux à toi, avec ta stimulation mammaire, tu vas lui faire produire de l'oxytocine et ça va tous bien nous arranger. Donc oui, c'est notre rôle aussi de donner sa place au papa ou au partenaire ou à la partenaire. Sylvie, tu parlais de ta boîte à outils. Qu'est-ce que t'apportes ? Qu'est-ce que t'apportes en salle de naissance ? Alors déjà, je dirais, mes 2 gros outils, c'est ma voix et c'est mes mains. Après le reste, ça dépend. J'ai un sac, dans mon sac, j'ai un truc pour masser la tête, j'ai des huiles essentielles, j'ai un rebozo, j'ai un truc pour masser le dos. C'est une grande écharpe, on peut dire, un grand morceau de tissu qui va permettre de faire différents massages pour le dos, aussi pour le ventre. J'ai suivi aussi une formation de Spinning Babies où on l'utilise aussi, mais des fois je m'en sers pas parce que vraiment mes 2 outils principaux, c'est ma voix et c'est mes mains. Je dirais des fois, j'ouvre même pas mon sac. Voilà. Et quand tu utilises les huiles essentielles, ça pose pas de problème aux sages-femmes ou aux soignants ? Je demande toujours l'autorisation avant. D'accord. Okay. Vanina. Ouais, moi pareil pour les. Alors j'ai un sac de doula avec, comme disait Sylvie, j'ai des huiles essentielles, j'ai des bougies LED. Bien sûr. Pour mettre une ambiance cosy. J'ai des petits gants de toilette que je mouille, sur lesquels je mets des huiles essentielles pour mettre sur le front, pour aider à calmer la maman. Mais ça, c'est des gadgets, en fait.
Donc c'est bien d'avoir des choses comme ça à amener, mais c'est plus des gadgets. Le plus important, c'est ça, c'est la voix, c'est la qualité de la présence, c'est le fait d'être ancré, au fait. Je pense que c'est ça le plus important, c'est que la femme sente, ok, à mes côtés, j'ai la personne que j'aime et j'ai une femme qui est ancrée et qui m'aide à redescendre. Parce que quand la douleur des contractions est à son maximum, on a l'impression on a tendance à monter dans les tours. Et la doula aide à redescendre et aide à dire, bah, on s'ancre et on s'ouvre et voilà. Et en fait, on se répète beaucoup, pendant un accouchement. On dit beaucoup la même chose encore et encore et encore. Mais c'est pour ça qu'on est là aussi. C'est pour justement éviter que la femme mentalement parte dans tous les sens et monte en tension et vraiment. Donc le plus important, c'est ça, c'est la qualité de la présence, c'est l'ancrage et la voix et les mains, bien sûr, et le respect. Et j'ai eu une expérience dernièrement avec un accouchement sauvage qui s'est passé donc à la maison, pas à l'hôpital. Et la seule chose dont ma cliente avait besoin, c'était ma présence. Elle m'a même pas laissé parler, au fait. Si j'essayais de dire quelque chose, elle me faisait un signe de la main pour me dire stop. Et voilà, elle avait juste besoin que son partenaire soit là, assis dans un coin silencieux, que moi je sois assise dans l'autre coin silencieuse. Si elle avait besoin d'un petit massage du front ou des épaules, elle me faisait un petit signe comme ça, elle tapait sur le front, sur les épaules pour que je sache quand y aller. Et puis voilà, et c'est tout ce dont elle avait besoin. Et tout le reste, c'était en trop. Donc, j'ai essayé de mettre des huiles essentielles, elle m'a fait un signe pour dire non. J'ai essayé de lui parler, non. Et c'est ça. Donc, c'est vraiment le respect le plus important. Donc, c'est pas d'arriver avec ses gros sabots et de dire, ah ben voilà, j'ai des huiles essentielles, j'ai ceci, j'ai cela, j'ai plein de trucs, voilà, on va te faire un accouchement de ouf, tu vas voir. Oui, finalement, c'est pas de faire comme la sage-femme qui vient avec toute sa connaissance, son expertise, ses outils et qui va chercher à les utiliser, en fait. Et ça, c'est d'abord d'observer. Ok, et de toujours demander aussi quand on fait quelque chose, et ça on en parle en préparation aussi, de dire tu peux me faire un signe de la main pour me dire d'arrêter, t'as pas besoin de te justifier. Si maintenant on essaye un massage et que ça te plaît et que pendant l'accouchement on essaye et que ça va plus, tu me fais un signe de la main et c'est fini. On n'en parle plus, il y a pas, moi je prendrai rien personnellement. Si tu as besoin d'espace plutôt que de contact, voilà, c'est toi qui décides de tout. Et moi, je suis là juste pour écouter, pour faire en sorte que ton expérience soit la plus proche possible de ce que tu avais envisionné, quoi. Oui. J'ai une dernière question pour ce qui a été de votre pratique dans le contexte du Covid et de la crise sanitaire. J'aimerais savoir comment vous avez réussi, comment ça s'est passé pour vous? Comment ça s'est passé pour les femmes? Comment ça s'est passé pour vous? La crise sanitaire à Stockholm, je sais que ça a été différent dans les autres parties du pays. La toute première semaine, les autorités médicales avaient interdit l'entrée aux partenaires et évidemment aux doulas. Donc les mamans, les pauvres, c'était cruel, se sont retrouvées seules de A à Z. Il faut savoir aussi qu'il y avait moins de personnel puisque certaines sages-femmes, ici en Suède, les sages-femmes sont également des infirmières, avaient été réquisitionnées pour être dans d'autres services. Donc c'était un petit peu la panique. Je n'ai pas rencontré personnellement de femmes qui ont vécu, mais j'ai lu des témoignages et c'était cruel. C'était aussi cruel pour le personnel qui ne pouvait plus travailler en respect avec aussi leur mission. Donc au bout de cette semaine-là, les partenaires de nouveau ont été autorisés à revenir. Ils ne pouvaient pas rester il restait pendant l'accouchement, mais pas pendant le temps qu'on appelle ici d'hôtel post-accouchement. Ils devaient rentrer chez eux. Donc il y avait déjà un léger mieux. Et puis au bout de, je crois, un mois, les sages-femmes
en ont vraiment eu marre. Et la demande est vraiment revenue des sages-femmes. Elles ont montré que il y avait pas plus de malades que ça, et que si tout le monde mettait un masque, évidemment, sauf la maman, à aucun moment on a obligé la maman à avoir un masque, mais nous les doulas et bien sûr les partenaires étaient masqués, et aussi tout le personnel, bien sûr. Les mamans avaient un test Covid à l'arrivée. Si le test Covid était négatif, on restait dans une chambre ordinaire. Si le test était positif, on devait aller dans une chambre spécialisée. J'ai pas connu ce cas-là. Donc j'ai eu plusieurs accouchements partant de Covid. Ça n'a pas changé grand-chose. Dès que les parents étaient ensemble, que la maman a pu retrouver je dirais, on en revient toujours au même. Il faut que la maman se sente en sécurité. Elle se sente respectée, écoutée, entourée. Une fois qu'elle a pu retrouver les bras de son chéri ou de sa chérie, et puis les miens aussi occasionnellement, voilà, tout s'est bien déroulé de nouveau. Mais le temps où les partenaires étaient exclus, ça a été très, très, très mal vécu. C'était cruel pour tout le monde. Ah oui, j'imagine, oui. Vanina? Alors moi, pendant le Covid, j'ai pas proposé d'accompagnement à l'hôpital. Par contre, je donnais beaucoup de cours de yoga. Et j'ai remarqué que les élèves, quand j'ai commencé avec le yoga prénatal, j'ai beaucoup enseigné en français. Et donc j'avais un groupe de femmes enceintes françaises qui se réinscrivaient. Donc je sentais qu'il y avait vraiment un besoin de communauté, de soutien, de se suivre pendant la grossesse et après, parce que justement la situation était ultra isolante au fait par rapport à l'accouchement. Et j'ai travaillé aussi en tant que prof de yoga prénatal pour Föda utan rädsla, donc la même compagnie avec laquelle j'ai fait ma formation. Et là aussi, malgré le Covid, il y avait énormément de demandes. Il y avait des cours blindés et des cours on faisait moitié sur Zoom, moitié en personne. Et je voyais qu'il y avait beaucoup de femmes qui faisaient du yoga prénatal, qui cherchaient absolument à se préparer le plus possible parce qu'elles savaient qu'au moment de l'accouchement, elles allaient sûrement se retrouver seules. Donc voilà. Et je suis très contente d'ailleurs d'avoir pu les accompagner avec le yoga prénatal. Oui, finalement, heureusement. De leur parler de ce qui va se passer, de tout ce qu'elles peuvent faire, de tout ce que de comment faire en sorte que ça se passe le mieux possible, quoi. Parce que c'est vraiment pas évident. C'est pas évident d'accoucher, mais c'est encore moins évident d'accoucher à l'hôpital et seul. Ouais. Non, surtout quand c'est pas souhaité. Ouais. Surtout quand c'est pas souhaité. Alors, notre entretien arrive bientôt à sa fin et je voulais terminer sur une note joyeuse, surtout. Je voulais savoir quelles avaient été pour vous vos plus grandes joies dans votre pratique de doula. Pour moi, je dirais à chaque fois, c'est une grande joie. J'ai eu la chance, j'ai fait 66 bébés. Je compte pas les deux miens, 66 bébés doula. J'ai eu la chance, il n'y a eu aucun pépin. Je sais qu'un jour peut-être, j'espère pas évidemment, peut avoir un pépin. J'essaye de m'y préparer mentalement aussi. Donc pour la note joyeuse, je pense que mon plus bel accouchement, ça sera le prochain. Je sais pas qui encore, mais c'est toujours magnifique, quoi. Ce que je peux dire, c'est que la maman produit énormément d'oxytocine, mais nous aussi, on en produit. Et quand on sort de là, on est un peu shooté. Et j'adore cet état-là. J'adore cet état-là. Et puis la nuque d'un nouveau-né, mais ça sent tellement bon. Rien que ces odeurs, mais moi ça me transporte. Vanina. Ouais, en tant que doula, c'est un peu la même chose. Chaque accompagnement en soi, c'est une joie parce qu'il y a vraiment cette continuité qu'il n'y a pas dans le système. Moi déjà ça me fait du bien.
de me dire que je permets, que je propose une continuité de care entre la préparation, l'accouchement, le postpartum, et que ça fait vraiment une différence dans la vie d'une femme, d'être accompagnée pour cette transition-là. Et après, évidemment, le moment de l'accouchement où le bébé sort et la femme est complètement shootée aux hormones, et qu'elle rit et qu'elle sourit et qu'elle a « Mon bébé, j'ai fait un bébé !» Mais moi aussi, du coup, je rigole, je me dis « Waouh, c'est vrai que c'est incroyable, quoi. C'est le miracle de la vie. Il y a un bébé qui vient d'apparaître, qui vient de sortir d'un corps et qui est maintenant une personne. » Donc voilà, chaque accouchement, c'est une joie, et même les accouchements qui se terminent pas forcément par voie basse, ou ça peut être une césarienne ou quoi, c'est toujours une joie d'avoir été là et de savoir que ça a fait une différence dans la vie d'une femme. Elle va se souvenir, un bébé ne naît qu'une fois. Une femme se souvient toute sa vie de son accouchement. Donc, pour moi, juste de participer à ça et de faire en sorte que ça se passe le mieux possible, c'est une joie en soi, quelle que soit la fin de l'accouchement, quoi. C'est pas toujours ce qu'on a prévu. Oui. Voilà. C'est superbe comme fin. Ça me transporte moi aussi. Ça me rappelle plein de belles choses. Ben, merci beaucoup Sylvie et Nanina, que je vais appeler gardienne de la bulle. C'est ça. Je trouve ça très beau. Gardienne de la bulle, doula, gardienne de la bulle, c'est superbe. Je donne rendez-vous à nos auditrices pour un séminaire où vous pourrez discuter et partager vos questionnements avec Sylvie et Vanina. Les dates seront communiquées avec la publication, avec le podcast. Pour le prochain épisode, nous retrouvons Vanina et Sylvie sur un autre thème qui est accoucher en Suède, la maternité en Suède. Donc on parlera plus du système suédois, des hôpitaux, des maternités, peut-être de la crise de la maternité, les interventions, et les différences, les interventions, exactement, les différences de pratique avec la France et la Suède. Merci à vous. Au revoir. Merci, au revoir. Vous retrouvez toutes les informations dans la description du podcast. Sur le site maïetique.com, vous retrouvez mon programme Philosophie et éthique en maternité. C'est un accompagnement et une préparation à votre accouchement, autant celui de votre enfant que du vôtre. Si vous êtes professionnel en périnatalité, vous trouverez sur la page conseil le formulaire de contact. Sinon, envoyez-moi directement un email à solveig@maïetique.com. On se retrouve au prochain épisode. À bientôt!